On va démarrer l'après-midi avec l'exposé de ce matin qui va décaler. Je remercie encore Héloïse d'avoir accepté de décaler sa présentation à cet après-midi. Avec plaisir. Et Héloïse va nous parler d'un exemple précis où l'intelligence artificielle a été utilisée dans le cadre d'un système de vigilance. Voilà. Alors, Héloïse, on essaye de se donner 20-25 minutes pour la présentation pour avoir 5 à 10 minutes de discussion. Allez, la parole est à Je ne toi. serai pas trop longue, surtout qu'il y a des choses qu'on a un peu déjà vues ce matin. Donc, bonjour à tous, bonne digestion à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés. Mon nom c'est Héloïse Cadet, je travaille à la SAGE, qui est un bureau d'études, et donc j'ai travaillé pour développer un système de vigilance sur les aléas gravitaires fondé sur l'intelligence artificielle. Ce système est parti d'un projet qui s'appelle SIGAL, pour Système d'information géographique des aléas gravitaires, qui a été co-construit par la SAGE Tetra Libre et co-construit et cofinancé par le département de la Savoie, la direction régionale des routes Centre-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et merci donc à CEDEUROP et à Infra 2050 de m'avoir invité aujourd'hui pour cette présentation. Donc le contexte de ce projet est traité uniquement de deux aléas, uniquement. Il traitait de deux aléas, les glissements de terrain et les chutes de blocs. On sait que ça a un impact important sur les infrastructures routières, comme on le voit sur cette image. On s'est concentré sur un territoire qui était le département de la Savoie, et plus particulièrement ses infrastructures routières. Donc, on est territorialisé, on a toute la Savoie, mais uniquement sur les routes. Donc, c'est la grosse différence avec la présentation, par exemple, que vous avez vue ce matin par Sabrine, qui, elle, était concentrée sur un site spécifique, au Saint-Hénard. Et donc, l'objectif de cet outil, c'était de fournir justement aux gestionnaires un outil d'anticipation et d'aide à la décision afin d'améliorer la sécurité des enjeux. Pour cela, on va évaluer les aléas sur ce territoire, surveiller les enjeux via une vigilance journalière. Ça permet d'anticiper les aléas, planifier des actions préventives comme des fermetures de routes, des déviations, déclencher des cellules de crise, déployer plus de moyens matériels et humains. Et enfin, un autre volet de ce projet, c'était de partager et de pérenniser les connaissances en ligne sur ces deux types d'aléas. La structure du projet est la suivante. Donc, on part, il faut que je vise là, c'est pas. On part de données, d'une base de données historique, donc c'est vraiment un cœur important pour l'intelligence artificielle. On a notre modèle qu'on développe à partir de ces données, le modèle de vigilance dont je vais vous parler. On a des nouvelles données qui sont les facteurs déclenchants de nos aléas, pardon, donc principalement des données météorologiques, sur lesquelles on applique notre modèle et on le visualise spatialement via une plateforme web. Donc, dans un premier temps, je vous parle des données, parce que c'est un peu le cœur de tout développement en intelligence artificielle, sont vraiment essentielles et indispensables. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur cette partie-là, et on l'a bien vu dans les présentations précédentes, le temps passé pour étiqueter les données, par exemple, et pour vraiment avoir une base de données, c'est important. Et nos aléas sont assez particuliers parce que ils sont pas si courants que ça par rapport à un territoire donné, en tout cas. On a récolté 1500 événements gravitaires entre 2008 et 2020, donc sur 13 ans. Donc on est assez content de cette base de données qui a été établie en collaboration avec les partenaires de ce projet. On a environ 900 chutes de blocs et 500 glissements de terrain. Et les données sont de plusieurs types dans notre projet. Elles sont spatiales, donc elles ne bougent pratiquement pas dans le temps. Donc la géologie qui a été simplifiée pour notre projet, donc qui vient d'RGM. La topographie qui a été dérivée, principalement pour avoir la pente, hein, c'est assez classique. Et la couverture des sols qui vient du projet européen Core Land Cover. Donc l'ensemble de ces données spatiales ont été définies sur les 3300 km de route qu'on a discrétisées en environ 37 000 points. Parallèlement à ces données spatiales, on a les données spatio-temporelles, donc nos données historiques d'événements, auxquelles on associe des données de température et de précipitation, ici les lames d'eau du modèle Antilope de Météo France. Et on a toutes les nouvelles données qui, elles, nous viennent
des prévisions météorologiques du modèle AROME de Météo France. Donc là, je souligne une petite spécificité de notre domaine. On voit qu'en fait, quand on se place dans un domaine territorialisé, on a environ 37 000 points. Bon, on a travaillé sur des données historiques sur 13 ans, 2008 à 2020. Donc on a 365 jours parce qu'on est sur une prévision journalière. Donc on a 175 millions de points spatio-temporels sur lesquels il se passe pratiquement rien par rapport à nos 1500 événements sur ce même territoire et sur cette même période. Donc on était content d'avoir récolté ces événements, mais finalement c'est quand même assez complexe euh, parce que on a beaucoup de points spatio-temporels où il se passe rien. Donc à la fois, on va pas se plaindre parce que ça veut dire que quand il y a une grosse pluie sur un territoire, heureusement, ça tombe pas partout en même temps. Donc on est dans des phénomènes assez rares. Mais c'est un peu tricky par rapport à la modélisation. Mais on va s'en sortir. Donc maintenant, je vais vous parler des modèles. Donc dans ce projet, on a décidé. Ah oui, pardon. Avant, je fais un petit aparté sur l'intelligence artificielle, comme c'est la thématique un peu de cette journée. Donc c'est pas moi qui ai fait ce petit schéma, mais c'est juste pour ressouligner ici que c'est un domaine extrêmement large, qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Euh, plein d'applications différentes aussi. Nous, dans Sigal, on a surtout travaillé dans le machine learning que vous avez vu ce matin, donc supervisé, plutôt dans la classification. On a aussi utilisé pas mal les statistiques qui sont vraiment la théorie de beaucoup de modèles d'intelligence artificielle et un petit peu de système expert. Donc c'est très large, il y a beaucoup de choses. La première présentation que vous avez vue, c'est plus quelque chose qui va partir d'images, donc l'interférométrie. La deuxième, ça partait plus de données temporelles. Et moi, je vais avoir des données plus simplifiées en entrée de mes modèles. Donc, le principe de mes modèles de vigilance. Donc, nous, ce qu'on va à la fin, c'est un degré de vigilance de l'aléa, donc soit glissement de terrain, soit chute de bloc. Hein. Chaque fois, il y a deux modèles séparés. Un degré de vigilance journalier par zone. Ce degré, je vais le séparer en deux termes, le terme spatial et le terme temporel. Le terme spatial, c'est en fait un indice terrain de la susceptibilité de l'aléa. Voilà, est-ce que mon terrain est très susceptible aux chutes de blocs ou au glissement de terrain? Donc pour les chutes de blocs, c'est surtout des entrées spatiales de pente et une propagation qui ont été utilisées. Et pour les glissements de terrain, on a pente, géologie, couvert végétal. Ces entrées ont été utilisées et grâce à des modèles statistiques, on a notre modèle spatial. Je vous le présenterai après. Et le deuxième terme de mon degré de vigilance, c'est tout ce qui est temporel, donc la prévision, qui lui est basé sur des modèles IA. Donc moi, j'ai testé beaucoup de modèles, dont les réseaux de neurones que vous avez un petit peu vu ce matin. Et finalement, ce que j'ai trouvé le plus approprié dans notre cas, c'était les forêts d'arbres à liège. Un peu particulier, mais voilà. Donc c'est ces modèles-là que je vais vous présenter brièvement et qui, eux, sont basés sur ces entrées. Donc différents cumuls de précipitations de court à long terme et des proxys de température. Donc ça, je les ai utilisés uniquement pour les chutes de blocs pour prendre en compte l'effet de gel-dégel. Donc voilà, deux types de modèles qui nous donnent ce degré de vigilance. Le premier type, c'est donc la susceptibilité aux aléas. Je vais passer très très vite. Si ça vous intéresse, on en discutera plus tard. La partie glissement, qui est en fait une somme pondérée avec différents poids des trois critères de pente géologique couvert végétal. Bon, c'est pas un secret, hein, c'est clairement la pente qui va driver vraiment cet indice de susceptibilité au glissement, LSI. Mais par contre, ce qui est bien, ce qui est un premier progrès pour nous, c'est qu'on avait, donc, si vous vous rappelez bien, 37 000 points sur notre territoire. Et grâce à cet indice de susceptibilité, on a défini 5 000 secteurs, donc on perd quand même un certain nombre de complexités. Donc on se retrouve avec 5 000 secteurs. Les secteurs, c'est des tronçons de route homogènes en termes d'aléas, voilà, tout simplement. Pour les chutes de blocs, on a une approche un petit peu différente. On va à la fois travailler sur les zones de départ et sur une propagation assez simple avec le logiciel Floer. Donc, on va travailler sur la paramétrisation de cette propagation et la paramétrisation de la définition des zones de départ sur un territoire hein, pour trouver la meilleure paramétrisation qui nous donne pratiquement tous les chutes de blocs qu'on a dans notre base de données, mais pas tout le linéaire de nos routes. Ça serait un peu dommage.
Et on se retrouve avec environ 3000 secteurs homogènes, pareil, en termes de chute de bloc. Voilà, je passe rapidement là-dessus, ce que c'est. Donc là, ça utilise plutôt des données statistiques, mais c'est pas le cœur de ce qu'on entend par intelligence artificielle, mais c'en est quand même. Et donc la deuxième partie, c'est plus sur la partie prédiction qui prend en compte euh, donc la partie temporelle. Donc là, on a choisi un apprentissage automatique supervisé. Donc supervisé, ça veut dire que les données d'entrée, elles sont étiquetées. Vous avez déjà entendu ce terme ce matin. Étiqueté, ça veut juste dire un, un lot d'entrants, par exemple un cumul de pluie, une température, on va donner l'étiquette. Oui, il s'est passé quelque chose, il y a eu un aléa, ou non, il s'est rien passé. Ou, si vous préférez, à une image, on va dire oui, c'est un chat ou c'est un chien. Voilà, on étiquette les données. C'est ça qui est très long et très coûteux. Donc, pour revenir au modèle qu'on a utilisé, nous, c'est les forêts d'arbres aléatoires. Ici, c'est un exemple d'un arbre. C'est assez simple, mais je vous mets quand même l'exemple. En fait, on va prendre nos données d'entrée. Ici, ce sont des cumuls de pluie sur 30 jours. Et chaque donnée d'entrée, c'est des arbres décisionnels. On va voir s'ils sont plus petits ou plus grands qu'un certain seuil. Et on descend comme ça dans les branches, dans les différentes branches des arbres, pour arriver à la fin, au résultat de l'arbre au bout des branches, qui va nous dire oui, il s'est passé quelque chose sur cette branche. Ah, oui, 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 non. On fait la moyenne, plutôt la médiane, pour avoir le résultat de l'arbre 1. Et en fait, la forêt d'arbres, c'est plusieurs arbres qui nous fournissent différents résultats. Et notre résultat final, ça sera une moyenne qui va nous donner un chiffre entre 0 et 1 sur le résultat. Donc, chez moi, 0, c'est il ne s'est rien passé. 1, on a eu notre événement gravitaire, donc chute de bloc ou glissement de terrain. C'était pour simplifier. Ce qui est très important, on en a un peu parlé ce matin. Moi, je trouve que c'est important parce que ça a été complexe pour moi de bien évaluer mon modèle. Alors, il y a plein de choses pour évaluer des modèles, mais la plupart sur les modèles en IA, mais même sur les modèles de prédiction en général, c'est basé sur les vrais positifs, vrais négatifs, faux négatifs. Donc, je crois que c'est Sabrine qu'on a un petit peu parlé ce matin. Mais en général, quand moi je présente ça, la matrice de confusion, ça s'appelle à brûle pour point, tout le monde me dit ah, t'es allé trop vite, on n'a rien compris. Donc, je vais essayer de faire tranquillement pour que ces notions qui sont pas si complexes puissent être bien intégrées pour tout le monde. Donc, c'est un exemple ici. Alors, là, on a un exemple de 182 cas. Dans la réalité, il y a eu 91 cas où il ne s'est rien passé. Et 91 cas, on a eu des chutes de blocs. OK? Maintenant, si on regarde cette matrice de confusion du point de vue de la prédiction, sur ces mêmes 182 cas, il y en a eu 151, enfin, la prédiction prédit 151 cas où il ne se passe rien et 131 cas où on a une chute de bloc. Maintenant, on va croiser ces informations dans la matrice de confusion pour définir les vrais positifs, qui sont les 70 cas prédits par le modèle et qui sont en effet des chutes de blocs dans la réalité. Mais le modèle en prédit 54 autres qui ne sont pas des chutes de blocs. Donc ça, c'est les faux positifs. Positif, c'est il y a eu une chute de bloc. Donc on définit aussi les vrais négatifs et les faux négatifs. Et quand on a ces quatre paramètres-là, ça nous permet de répondre à certaines questions. Donc, et c'est là que c'est délicat, c'est de savoir à quelles questions on veut vraiment répondre pour évaluer notre modèle. Donc moi, j'ai estimé que la première question était, est-ce qu'on a bien dans notre base de données tous les événements qui sont prévus par notre modèle? Et donc, cette question-là, elle est répondue par une métrique, c'est-à-dire une mesure de performance qui s'appelle le rappel. Donc, en gros, ici, dans cet exemple, le rappel, c'est qu'on a 70% des événements sur 91 qui sont en effet détectés par notre modèle. Donc, on a un rappel de 85%. Donc, on est plutôt satisfait de ce rappel. Et c'est important, en tout cas pour les décideurs, d'avoir le maximum d'événements prévus détectés par le modèle. Ce qu'on va aussi regarder, un peu plus délicat dans notre cas, c'est les fausses alertes. C'est-à-dire que si on fournit aux décideurs des modèles qui tous les jours nous disent ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ils vont plus y croire. Mais malheureusement, il faut bien garder en tête qu'on aura dans nos cas qui sont forcément qui sont des événements assez rares, je vous l'ai montré par le déséquilibre de la base de données, on aura forcément des fausses alertes. Mais là, c'est la précision, donc la métrique de précision qui répond à ça, qui regarde le nombre de vrais positifs sur le nombre de positifs prédits par le modèle. Donc ici, c'est un exemple, là on est à 60%. Donc il y a énormément d'autres métriques, hein.
l'exactitude, les taux de faux positifs, etc. La ROC curve que je vous présente pas, et on en a vu d'autres aussi avec Sabrine. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il faut se baser sur quelques-uns des métriques qui nous intéressent parce qu'ils répondent à des questions aussi opérationnelles. Donc moi, c'est plutôt sur ces deux-là que je me suis basée, entre autres. Je vous présente enfin le modèle en chute de bloc et comment on l'a construit. Donc les étapes sont assez longues, je ne les détaille pas ici. Il y a une première étape où on sélectionne les paramètres d'entrée. Donc c'est à la fois de l'analyse statistique et des retours aussi sur les métriques dans les modèles. Nous, on a essayé de minimiser au maximum ces paramètres d'entrée, parce qu'à la base, on en avait une centaine. On peut vraiment définir des millions de choses quand on a de la pluviométrie journalière, de la température journalière. Donc, on voulait qu'il y ait une notion de pluviométrie et puis on voulait aussi prendre en compte le phénomène de gel-dégel. Donc, on a défini le potentiel de gel. Je ne vous détaille pas ce que c'est ici, mais on en parlera si vous le souhaitez plus en détail. On a défini 3 paramètres d'entrée de cumul de pluie, court terme, moyen terme, long terme, et 3 paramètres d'entrée qui sont des proxys de cet effet de gel-dégel. Ensuite, la deuxième étape, ça a été d'élaborer ces modèles IA chute de bloc. Donc, on part bien de nos données historiques qui sont étiquetées pour avoir un apprentissage supervisé. Donc, les 6 données d'entrée étiquetées chute de bloc, 6 données d'entrée étiquetées, il ne s'est rien passé. Cet ensemble de données est séparé en 2 sets. C'est très classique dans l'intelligence artificielle, enfin dans l'apprentissage plutôt. Un set d'entraînement qui nous sert à l'apprentissage, qui nous fournit le modèle de prédiction qu'on a choisi de type forêt d'arbres aléatoire, donc qui est boosté, qui est un peu spécifique, et un set de tests qui nous sert à valider. Donc c'est sur celui-là qu'on va calculer nos métriques, c'est bien sur 2 sets différents. En vérité, c'est un peu plus compliqué parce que si on veut utiliser toute notre donnée, on fait de la validation croisée. Donc, il n'y a pas que 2 sets, mais on va dire que dans l'idée, c'est comme ça qu'on fait. Mais comme c'est croisé, c'est pour ça qu'on a un écart type. Bref. Et sur notre modèle, on est super content parce qu'on a un rappel de 80%. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir prédire, d'après ce modèle, 80% de nos données. Une précision de 56, bon, ok, c'est pas extraordinaire, mais on sait qu'on aura des fausses alertes dans nos milieux, c'est obligé. Là, on est vraiment sur quelque chose de territorialisé, on est sur vraiment tout le département. Et un écart type, parce qu'il y a plusieurs sets là-dedans, de 3 à 4 points. Donc voilà, on est satisfait de ce modèle. Donc, on peut le présenter au monde entier via une plateforme web. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, un service web. Je vous le présente brièvement. Donc, c'est quand même un prototype, mais avancé, d'outil de la décision. Il nous donne une visualisation du niveau de vigilance. Je vous rappelle, le niveau de vigilance, c'est la susceptibilité du terrain à l'aléa, fois la prédiction. Et on a 2 visions, la vision spatiale et la vision temporelle. La vision spatiale, elle peut se faire à différentes échelles, de l'échelle du territoire jusqu'à l'échelle la plus réduite, qui est l'échelle du secteur. Je rappelle, c'est un tronçon de route qui est homogène en termes d'aléas. Et sur ce tronçon, on a en plus une carte d'identité qui nous donne à la fois les caractéristiques utilisées pour calculer la susceptibilité à l'aléa et l'historique de la pluviométrie sur 45 jours. Enfin, là, c'est parce que c'est glissement de terrain, mais sur chute de bloc, on a aussi le potentiel de gel. Et enfin, on a une vision donc, temporelle et on voit l'évolution du niveau de vigilance prédit sur 14 jours. C'est comme ça. On sait si on est plutôt dans une période où on va diminuer ou une période où le niveau de vigilance va augmenter. Donc, sur ce prototype, j'ai fait quelques rex. Je vous montre un exemple. Donc là, c'est la date d'un éboulement d'ampleur qui est apparu à cette date, fin août 2023. Donc, on voit qu'on est quand même dans un niveau de vigilance très élevé. Donc, vraiment, c'était un précurseur pour se dire, ah, on va arriver dans ce niveau de vigilance élevé. Voilà, soyons attentifs à ce site. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc, cet outil il a été développé pour un niveau de vigilance territorialisé, c'est pas site spécifique. Donc là, sur ce Rex, on est quand même content parce que site spécifique sur ce site-là en particulier, on voit que ça colle bien. Donc, on a fait un retour d'expertise dessus et on a estimé qu'on pouvait donner un niveau d'alerte à ce niveau-là. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge ici. Là, c'est le temps, c'est 1 an exactement. Donc, sur une année, on a 2 alertes potentiellement déclenchées. Alors, en bleu, c'est la prédiction journalière que vous donne Sigal. Et en noir, c'est la moyenne glissante sur 2 jours.
Donc, on définit un niveau de alerte à 0,76 sur cette moyenne glissante et on voit que 2 fois dans l'année, on a une alerte. Donc, ça va 2 fois, c'est raisonnable. Surtout que la deuxième fois, c'est arrivé lors de l'éboulement d'ampleur. Donc là, on a eu une fausse alerte sur l'année sur ce site spécifique, hein, je dis bien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être une aide à la décision sur cet événement-là. Voilà, donc pour finir. Donc, ce qu'on a réussi à réaliser, c'est ce prototype sur un territoire test. Donc là, ça va. Qui a été vraiment moteur dans ce projet. On a développé à la fois des modèles spatiaux de susceptibilité à ces deux aléas qui sont les glissements de terrain et les chutes de blocs, des modèles de prévision basés sur l'IA et un prototype en ligne d'aide à la décision. Pardon. Les perspectives, bah, ça serait de pouvoir l'appliquer sur d'autres territoires qui sont preneurs. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. D'automatiser toutes les mises à jour, que ce soit des modèles de susceptibilité ou des modèles de IA de prévision avec les autres événements gravitaires qui arrivent. De développer des méthodologies d'évaluation des modèles, notamment avec les REX, pour intégrer ces systèmes un peu d'experts, notamment avec ces niveaux de seuil qui donneraient des alertes. Ça, je pense que c'est intéressant pour les gestionnaires. D'améliorer notre expertise météo, notamment d'avoir une prédiction météo un peu plus longue qu'actuellement en prototype, et de faire évoluer les fonctionnalités du prototype. Il y a plein de choses à changer, plein de petites configurations qui seraient vraiment plus utiles aux exploitants. Donc là, en ce moment, on est en cours sur ces 2 derniers points et ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'étais assez courte et qu'il peut y avoir des questions. Si vous n'osez pas, n'hésitez pas à prendre mon mail et à m'écrire. Merci. Merci. Et on a du coup le temps pour écouter. Voilà. Allez, des questions. Cette fois-ci, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a plus à apprendre des faux négatifs ou des faux positifs? Et dans les deux cas, qu'est-ce qu'on apprend de façon privilégiée? Alors, moi, je pense que les faux négatifs, je pense que les faux négatifs, c'est important. C'est-à-dire que le modèle nous a dit non, il se passe rien alors qu'il se passait quelque chose. Donc, c'est sur cela qu'il faut travailler en priorité. Alors là, j'ai pas fait d'explicabilité du modèle en vous disant qui sont ces faux négatifs, etc. Je voulais pas présenter comme l'a fait Samy. Mais je pense que c'est quand même le plus important à détecter. Pourquoi on a ces faux négatifs? Et en l'occurrence, euh, dans notre cas, il y a plusieurs choses qui peuvent les expliquer. Notre base de données, on a des événements qui sont datés, grâce en particulier à tous les agents de la savoir qui sont sur les routes. Mais il arrive que le week-end, il ne soit pas là, qu'on voit une chute de bloc le lundi alors qu'elle a eu le dimanche. Donc, on a des petits deltas sur la temporalité. Donc, il y a des erreurs en fait dans les bases de données. Donc, il y a cette erreur-là qui est possible. Ensuite, on a aussi des chutes de blocs qui vont arriver parce que c'est le moment et que ça va tomber et qu'au final, il n'y avait pas spécialement de pluie. Enfin, voilà, donc on en aura toujours un petit peu. On essaie de travailler là-dessus. Paramètres entrants qui sont pas. Ah bah oui, il y en a, il y en a des tas. Moi, je voulais que ça soit relativement simple pour 2 choses, essayer de comprendre comment ça marche. Et aussi parce que j'ai 5000 secteurs. Tous les jours, je télécharge les données. Avant, c'est toutes les 3 heures. Donc, ça fait des quantités de données. Et donc, je ne peux pas me permettre de dire, je m'en fous, moi, je veux avoir 100 entrants, toutes les pluies, tous les éléments de pluie. Donc, à la fois pour comprendre comment fonctionne mon modèle et à la fois parce qu'il faut aussi gérer le stockage des données. On n'a peut-être pas tous les explicatifs. En plus, il y a des défauts dans cette base de données. Moi, je ne suis pas journalier. Est-ce que c'est suffisamment précis? Des fois, c'est des éléments très très courts. Le pas journalier, c'est peut-être pas le plus précis. Les modèles météo, est-ce qu'ils sont complètement bien définis à ces endroits-là en montagne où les modèles ne sont pas forcément les plus pertinents? Voilà, il y a plein d'explications possibles. Et puis parce que enfin, ça serait trop simple que toutes les chutes de blocs soient expliquées par il pleut beaucoup et un peu de dégel. Et c'est pas toujours 100% comme ça. C'est normal, on reste dans des phénomènes à la fois rares et naturels. Et pour les faux, c'était quoi ton autre question? Les faux positifs? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de chacun des deux? Voilà, et les faux positifs, c'est normal. Moi, je pense qu'on en aura toujours. Parce que des conditions climatiques, en tout cas, si on reste sur ces entrants-là, qui sont uniquement des conditions climatiques,
Et puis c'est très globalisé, hein. Moi, c'est toutes les chutes de blocs. Je sais pas si c'est du calcaire, si c'est. Voilà, j'ai plus ou moins des conditions. Oui, il peut se passer quelque chose. En gros, oui, il y a une pente au-dessus de ma tête. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Je suis pas sur un site à me dire la condition climatique sur ce site. Et même sur ce site, on a vu, c'était quand même compliqué, hein. Sur ce site, je sais que c'est tel facteur déclenchement qui va être prépondérant. Donc là, c'est dire que des conditions climatiques qui peuvent déclencher une chute de bloc dans la plupart des zones vont peut-être ne rien déclencher dans d'autres zones, même si elles sont susceptibles quand même à l'aléa. C'est une histoire de stats, les faux positifs, alors que les faux négatifs, c'est des origines non. C'est-à-dire, Là, je pourrais regarder en effet, mais si c'est des conditions, je pense que c'est juste des conditions similaires où il s'est rien passé. Parce que c'est ce qui se passe concrètement. Heureusement, ça tombe pas partout quand il pleut. Du coup, là, Guillaume qui veut intervenir, peut-être en lien avec la discussion ou pas? Non? Pas directement. Non, je pensais que tu voulais peut-être apporter un éclairage par rapport à la question de Philippe. Mais bon, vas-y, je t'en prie. c'est pas complètement à côté. J'avais une question. Je suis surpris de ne pas voir comme variable explicative la durée de la chute de bloc précédent. Parce que j'avais cru voir ça déjà dans des études sur la route électorale à la région, par exemple. Et puis aussi, je me demandais, parce que là, on parle de chute de bloc, pas chute de bloc, vous n'avez pas l'information du volume bas. En fait, sur les 900, j'avais pas systématiquement l'information. Donc, soit j'ai l'information systématiquement et je peux la mettre en entrant, soit je l'ai pas et je la mets pas. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai. Sur les barrages, c'est sur les quantifiés, parce qu'on cherche à prédire, par exemple, le débit du fluide et des déplacements. Et en général, on intègre aussi comme variable explicative le temps, parce que le barrage, là, vous avez fait une hypothèse, Ouais. vous êtes en sollicitation stationnaire. Ouais, alors moi, je suis vraiment sur quelque chose de territorialisé. C'est-à-dire que cette hypothèse, faudrait que je la fasse sur tout le territoire. Bon, en Non, tout cas, mais ça, je l'ai pas pris en s'il y compte. avait un effet pas climatique, alors sur 13 ans, c'est pas fort. Ah oui. Sur un certain temps, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le globe, il y a 13 ans, il est tombé, aujourd'hui, peut-être qu'il ne tomberait plus ou qu'il tomberait plus. Ah bah, oui, oui, certainement, mais ça, c'est quand on regarde un site, on peut peut-être le dire sur un site, sur le long terme, mais ces conditions-là, elles vont être différentes sur chaque site, j'imagine. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'ai pas pris en compte. Voilà. Je sais pas si ma base de données était assez riche pour le prendre en compte. La maturation. Alors, il y a une pluie de questions. Allez. D'abord, je tiens à vous remercier pour cet exposé. Et donc, Merci. deuxième chose, vous avez parlé de sources, de définition de secteur exactement. Ouais. Et en particulier, tout ce qui relève en parlant de définition de secteur homogène. Oui, en termes d'aléas. Vis-à-vis d'aléas. C'est ça. Là, on parle justement de la source, de l'origine des data. Les deux questions précédentes. Question, est-ce que vous pouvez préciser le choix d'entrée de votre data en termes de secteur homogène? Qu'est-ce que vous prenez comme origine? Et deuxième question, deuxième question que je notais, c'est par rapport à cela, quelle est l'influence de ce paramètre sur la notion d'influence dans la prédiction? Puisque, pour exemple, vous avez la chute de bloc, précision à 56%. Donc, ça fait un déclin assez important. Mais peut-être que je n'ai pas bien compris. Alors, non, mais c'est moi qui ai mal expliqué, sûrement. Parce que normalement, on doit comprendre. Alors, il y a deux choses. Alors, bon, je vais revenir sur cette slide. Moi, je vais vraiment séparer ce qui est susceptibilité de terrain. C'est là où je vais définir l'homogénéité de mes secteurs. Donc, bon, c'est assez simple. Je prends la route, je regarde la pente, et je regarde la pente autour de la route à 400 mètres, on va dire. Ça, c'est mes zones de départ. Je parle pour chute de bloc. J'utilise une propagation assez simple avec un angle d'énergie et un coefficient de latéralisation, on va dire. Et je regarde si ça arrive sur la route, sur tout mon linéaire de route.
Ok, et donc ça va me définir des secteurs. C'est un peu plus compliqué parce que il y a le nom de le, la probabilité que ça arrive, etc. Bon, bref, j'ai fait un micmac pour me définir pour avoir un indice entre 0 et 1. Donc là, j'ai mes 3000 secteurs. Donc c'est vraiment la susceptibilité. C'est comme ça que je définis mes secteurs homogènes en termes d'aléas. Pour la chute de bloc, c'est ça. Pour le glissement de terrain, c'est un petit peu différent. Mais je regarde aussi sur une certaine taille de pixels la pente. De toute façon, c'est ça qui va être prépondérant. Donc, est-ce que le terrain est susceptible à glisser? Ah ben c'est plat, bon ben voilà, ça ne glissera pas. La géologie, le couvert végétal, ça joue un petit peu, mais c'est vraiment très très loin. C'est des techniques pour la susceptibilité au glissement de terrain. Je me suis inspirée d'une technique qui avait été développée à l'échelle européenne, donc sur vraiment des pixels beaucoup beaucoup plus grands. Mais j'ai rajouté un peu plus de stades dedans, voilà. Bon, c'est quelque chose qui est à peu près courant. Donc, j'essaie de répondre à votre question. Pour avoir les secteurs, c'est non, c'est pas- ces deux indices-là, définis sur chacun des points de ma route. Donc, c'est les 37 000 points sur les 3300 km que je vais regrouper entre eux parce qu'ils sont proches et ils sont à peu près de la même valeur, qui me permettent de définir ces secteurs. C'est pour votre première question, c'est OK. Et la deuxième, j'ai oublié. C'est quoi la qualité? C'était là, justement, ce choix homogène, le secteur homogène, sur la précision, puisqu'à un moment, vous avez utilisé le 56% de précision. Ça paraît un peu parti. Là, sur la précision. Ouais. Alors, la précision, c'est le nombre c'est celui-là, le nombre de vraies alertes. C'est ça, la précision. Et ça vous paraît beaucoup, 56%, ça veut dire que enfin, ça veut dire que 40% des cas, on est faux. Ouais. Oui. Oui, mais c'est déjà énorme. Voilà, donc beaucoup, ça dépend. Ça donne une idée de ce que c'est bien pour nous. C'est de 59%. 59%. Ah non, mais c'est juste un exemple. C'est un autre modèle. Mais le modèle que j'ai retenu, en fait, j'ai pas un modèle, c'est une combinaison de modèles. Mais bon. La précision, elle va. C'est pour ton la précision est un peu. Mais non, c'est ça, c'est 56%. Mais c'est par rapport à la matrice de confusion que je présentais, c'était un modèle particulier et c'était pas la même valeur. C'est combien L'autre, c'était 59, je crois, celui que je vous ai présenté. vous avez fait face 59. Je propose qu'on passe à une autre question, si vous voulez bien. question. Dernière question. Par Allez. rapport à la définition de précision, ça c'est une précision optimiste. Si on regarde un peu pessimiste, quand j'ai fait un peu, ça tombe sur ma 5. Si on allusion 54 14, 91 moins ce valeur-là, c'est pas 80, ça tombe sur. Là. On regarde le côté Non, positif aussi. Ah, ben c'est pas la précision, c'est l'exactitude, sinon. C'est la définition de la précision, c'est ça, c'est vrai positif sur vrai positif. L'exactitude, ça tombe pour 25%. Bah, je vous laisse refaire le calcul là. 77 divisé par 77 par 131. C'est ça. Ça vient, on n'a pas tous les paramètres qui jouent dans. On n'a pas tous les données nécessaires. Avoir Alors, vision et réaliste par rapport au calage de notre modèle. Et si on regarde le côté fausse possibilité aussi, on tombe sur son camp de vie sur l'exactitude de 25%. Le seul faux positif, c'est pas le temps. c'est quoi? Le taux de faux positif? Alors sinon, en fait, moi je vous donne des définitions comme je les ai écrites là, donc peut-être que vous parlez d'une autre métrique, mais Parce qu'il faut regarder fausse négative plus fausse positive. faux négatif. Parce qu'on a 54 qui n'était pas. Ah, Et ça! on a pris ça. Donc, oui, les faux, en fait, c'est l'inverse de l'exactitude. L'exactitude, c'est 63%, enfin l'inverse là. Donc, ce qu'on fait de faux, c'est. Ah non, c'est pas ça en plus, je fais des bêtises. Moi, j'ai calculé quand c'est 80. Si, c'est ça. C'est ça, ouais. Moi, ce que vous me donnez, c'est 1 moins l'exactitude. Donc, c'est 37%.
Ça doit avoir un nom, cette métrique, je sais pas comment elle s'appelle. Et ça répond à la question sur l'ensemble du modèle, combien sont mal définis. Donc, moi, l'exactitude, elle est de 63%. Mais je la regarde pas beaucoup, cette métrique, parce qu'elle mélange, en fait, ces deux questions-là qui sont plus fondamentales, je trouve, pour des gestionnaires. Et l'exactitude, ça mélange les deux choses. Donc, ça fait une espèce de moyenne entre la précision et le rappel. Voilà, 63. C'est entre 59 et 85. Après, il y a des gens qui regardent plus l'exactitude, hein, mais ça répond. C'est d'un point de vue pratique, c'est pas évident de regarder ce qu'on mélange les deux erreurs, quoi. Toute dernière question, a priori. Les événements de bloc qui sont terrain, c'est relativement rare. Et donc, tu as indiqué ça, sont déséquilibrés. Oui, oui, alors là, je ne l'ai pas du tout expliqué, mais il y a beaucoup de trucs et astuces, entre guillemets, mais c'est principalement du suréchantillonnage, sous-échantillonnage. Sinon, je ne serais jamais arrivé à ça. Sinon, en fait, il y a 175 millions de points spatio-temporels où ils disent il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, il y a 1500 points qui sont là, ah, si, ça tombe. Et bien, en fait, le modèle, il dit il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, tout ça, c'est à 100%. Donc, c'est pas possible, en fait, de prendre brutalement la base de données. Il faut un peu la bricoler. Et même dans les modèles, il y a aussi des astuces pour donner plus d'importance au 1, enfin, au oui, il se passe quelque chose. Voilà, il y a plusieurs approches possibles. Je propose qu'on s'arrête là, même si je suis certain il y aurait encore des questions. Merci infiniment, Héloïse.